Déclencher une élection en pleine pandémie. La question est revenue lors du deuxième débat des chefs de parti, en anglais cette fois. Le Premier ministre Justin Trudeau a été chahuté par ses principaux rivaux politiques sur la question de l'environnement aussi. Écoutez cet échange musclé avec Erin O'Toole du Parti conservateur. La réalité que M. O'Toole n'a jamais comprise, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie forte sans s'attaquer au changement climatique. Et vous demandez comment nous allons convaincre le quart des Canadiens qui n'y croient pas non plus. M. O'Toole ne peut même pas convaincre ses propres troupes de la réalité du changement climatique, car ils ont voté contre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle son plan est si faible. Monsieur Trudeau oublie toujours un fait. Il n'a jamais atteint un objectif en matière de changement climatique. Il a beaucoup d'ambition. C'est en partie la raison pour laquelle nous sommes en élection en pleine pandémie. C'est son ambition. Il n'a pas de réalisation. Il n'atteint jamais ses objectifs. Marjolaine Etienne, bonsoir. Vous êtes candidate du Parti libéral pour la circonscription de Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec. Les conservateurs dépassent désormais votre parti dans les intentions de vote. Justin Trudeau est-il en train de perdre son pari de convoquer des élections anticipées en pleine pandémie? Bonsoir. En réponse à votre question, je dirais qu'à ce jour-ci, je pense qu'il reste encore quelques jours au niveau de la campagne. Vous savez, une campagne, il y a toujours des variations et puis tout le reste. On a eu effectivement des débats qui se sont déroulés. Et au jour J, ce sera effectivement les gens qui devront élire le parti qu'ils souhaitent. Et puis bon, c'est important. Marjolaine Etienne, vous faites partie des 77 autochtones candidats à ces élections. La question autochtone n'est pas au centre de cette campagne électorale, malgré la récente actualité. Comment vous l'expliquez ? Moi, je pense qu'effectivement, c'est important que la question autochtone soit aussi parmi le tableau de bord, le tableau de travail. La réconciliation avec les peuples autochtones demeure très important au niveau de notre parti, Parti libéral au niveau du Canada, et elle demeure aussi une priorité là, pour l'avenir, pour le prochain mandat politique. Sur la question de la réconciliation, chaque parti promet de mettre des mesures concrètes en place. Comment les communautés accueillent ces nouvelles promesses? Est-ce que c'est encore des promesses creuses? C'est perçu comment? Vous savez, il y a déjà eu des actions concrètes qui se sont déroulées au cours du mandat politique, du précédent mandat politique. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que c'est important que les candidats ou candidates autochtones puissent aussi participer à la table de décision parce que c'est des dossiers qui nous concernent aussi. Et je pense que le fait d'avoir un bon nombre de candidats et candidates autochtones au Canada à postuler à des sièges au fédéral, je pense qu'il est important effectivement de pouvoir être assis autour de cette table-là pour prendre des décisions qui nous concernent. Alors, il y a l'aspect de la réconciliation et puis il y a l'aspect de la vie quotidienne des autochtones. Les chefs de parti ont convenu hier lors du débat qu'il est inadmissible que des communautés n'aient toujours pas d'eau potable. Situation très difficile aussi, comme vous allez le voir, pour les autochtones qui tentent de vivre en ville, souvent à la rue. Notre correspondante Catherine François s'est rendue dans un refuge du centre de Montréal. Voilà au moins 20 ans qu'Eddie vit dans les rues du centre-ville de Montréal, dans une petite tente au bout de cette rue. C'est un autochtone, originaire de la communauté Micmac de Restigouche, en Gaspésie. Une existence brisée qu'Eddie se garde bien de raconter. Plus de 10% des itinérants de Montréal sont des autochtones, alors qu'ils représentent moins de 1% de la population montréalaise. Tout comme Eddie, chaque jour, ils sont nombreux à fréquenter ce refuge du centre-ville. Ils viennent y manger et se reposer. C'est le meilleur endroit pour les sans-abri, parce qu'ils nous fournissent tout. Surtout cet ange gardien. Ce Top Angel, c'est David Chapman, le directeur du refuge. Tous les jours, on voit entre 250 et 300 personnes passer dans notre refuge. 40% d'entre elles sont des Inuits et 10% viennent des Premières Nations. Pour David Chapman, cette surreprésentation des Autochtones parmi les sans-abri à Montréal s'explique surtout par le lourd héritage des pensionnats autochtones. Ces institutions religieuses ont été mises en place par l'État canadien durant le 20e siècle. Les enfants autochtones étaient arrachés à leur famille. Ils subissaient un lavage de cerveau pour se couper de leurs racines et se faire assimiler.
Beaucoup ont aussi subi des mauvais traitements et des agressions sexuelles. On voit beaucoup de gens qui combattent des dépendances. Beaucoup sont issus de la seconde génération, de ceux qui ont survécu aux pensionnats autochtones. Beaucoup de ceux qui viennent dans notre refuge sont les enfants de ceux qui sont allés dans ces pensionnats. Et certains ont des histoires de vie très difficiles. J'ai déjà vu une mère, son fils et son petit-fils quêter au coin de la rue. Beaucoup de ceux qui sont dans les rues de Montréal subissent encore les impacts de ce génocide culturel engendré par ces pensionnats. Un cercle vicieux de violence et de dépendance transmise de génération en génération. Une dizaine d'organismes viennent en aide à ces autochtones itinérants, comme le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, dirigé par Nakouset. Nous continuons à subir de la discrimination. C'est pour cela qu'il faut continuer à mettre en place des projets pour aider les itinérants. Nous devons continuer ce travail qui ne s'arrête jamais. Et continuer à venir en aide à ces autochtones comme Eddie, qui aimerait bien, un jour, sortir de la rue. Marjolaine Etienne, le chef de votre parti, le Premier ministre Justin Trudeau, a beaucoup fait pour la reconnaissance des Autochtones, mais est-ce qu'il en a assez fait concernant leurs conditions de vie? Vous savez, c'est ce qu'on vient de voir, le petit documentaire, reportage, fait en sorte, effectivement, c'est une triste réalité qui est encore présente aujourd'hui. Elle est aussi également dans nos communautés autochtones au niveau du Canada et au niveau du Québec. Moi, je pense qu'effectivement, qu'il y a matière, effectivement, de travailler ensemble pour mettre fin ou arrêter cette réalité-là. Et le travail en commun, que ce soit au niveau avec les Autochtones et Autochtones, va devoir être à un moment donné mis sur la table et de travailler ensemble pour minimiser tout ce qui est en termes des impacts sociaux et miser, je pense, à mon avis, sur l'aspect économique pour faire en sorte d'emmener nos jeunes vers une éducation pour intégrer le marché du travail pour les prochaines années. Pour conclure d'un mot, vous avez été nommée conseillère du secrétaire général de l'ONU sur le Fonds de contribution volontaire pour les peuples autochtones en janvier. On vous avait reçu à l'époque. Est-ce que depuis, vous arrivez à faire entendre votre voix à l'international? On a eu effectivement depuis quelque temps, suite à ma nomination, des rencontres, d'échanges, des rencontres virtuelles à ce moment-ci en raison de la pandémie. Il y a des choses qui sont discutées, il y a des choses effectivement qui sont en action, mais je crois effectivement que la mise en œuvre de la Déclaration des peuples autochtones à Ottawa devrait être une action concrète dans la démarche de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. Marjolaine Etienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.